reprendre là où on en était. Donc, ceux qui auront ce rappel deux fois, bon, ben, un rappel de rappel. Pour les autres, ça permettra de continuer avec la suite du cours en ayant vu tous les éléments. Alors, je vais partager l'écran et on verra où on en était la fois dernière. Voilà, donc on s'était, si mes souvenirs sont bons, on s'était arrêté là, ou à peu près là du moins. Et donc on avait vu que pour différents types d'adaptation, différents types de charges, donc ici on a une charge qui est égale à l'impédance de charge est égale à l'impédance caractéristique de la ligne, eh bien on n'a pas de réflexion, on n'a pas d'onde stationnaire, et l'onde transmise à la charge, la tension transmise à la charge ici, est intégralement égale à l'onde incidente. Ces deux formes non, ça se traduit par un phénomène d'onde stationnaire avec des maxima et des minima d'amplitude de tension le long de la ligne. Et je vous avais dit, hein, quand on se propage, on va suivre un petit peu un effet de chenille, c'est-à-dire qu'on voit l'onde qui va suivre le contour bleu qui joue le rôle d'une enveloppe spatiale, c'est une enveloppe en fonction de Z. On va passer par ici, par ici, par ici, on va avoir un effet de propagation qui est altérée par la réflexion qui se superpose à l'onde incidente. Donc, quand on augmente encore la désadaptation, ici avec une impédance de charge qui vaut 5 fois plus que l'impédance caractéristique, ce phénomène s'accentue jusqu'à la situation de réflexion totale. Ici, on n'a rien du tout qui est transmis. L'onde réfléchie est égale à l'onde incidente. Et quand on superpose les deux au niveau amplitude, on a ça. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que on avait l'animation ici. Voilà, c'est ça le phénomène d'onde stationnaire absolue. C'est-à-dire que là, on a l'onde réfléchie qui est égale à l'onde incidente en amplitude, et on peut voir que rien qui se déplace. La résultante ne se déplace pas, c'est une onde qui est purement stationnaire, avec des points d'ancrage ici qui sont les points rouges, qui correspondent à des minima de tension, ce qu'on appelle encore des nœuds de tension, et on a des maxima, vous voyez, qui sont toujours à la même place ici, qui sont les ventres de tension. Donc l'idée dans la suite du cours, c'est de déterminer la position de ces mines et de ces max. Parce que vous voyez que le taux non stationnaire, en fait, s'exprime en fonction du module du coefficient de réflexion, ce qui veut dire que on perd l'information de phase quand on travaille avec le taux non stationnaire. Et l'information de phase, c'est ce qui permet de nous renseigner sur la notion de distance. Distance de l'observateur par rapport à la charge. Donc, c'est ce qu'on va essayer de retrouver maintenant par le raisonnement. Alors, ce phénomène non stationnaire, il est absolu ici. Évidemment, ici, il n'est pas absolu, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se propage quand même, mais néanmoins, avec un phénomène non stationnaire qui se superpose, où on a toujours des mines et des max toujours au même endroit, même si les mines ne sont pas égaux à 0, comme dans le cas précédent. Alors, comment fait-on pour essayer de retrouver la position de ces mines et de ces max? Alors, je dis comment fait-on? Vous savez déjà comment on fait parce qu'on l'a fait en TD, mais je vais faire le rappel brièvement ici, parce que ça fait référence au document de cours. Donc, je vous rappelle que l'onde transmise, c'est la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Je mets le terme V incident en facteur, ici, de manière à faire apparaître le coefficient de réflexion. Donc, on va avoir un V incident exponentielle moins J bêta Z, facteur de 1 plus gamma exponentielle 2J bêta Z. Et ensuite, je mets le exponentiel moins J bêta Z, je le mets déjà ici en facteur. Et on sait que le coefficient de réflexion sur la charge est égal au module du coefficient de réflexion que multiplie exponentielle J phi, où phi est la phase du coefficient de réflexion sur la charge.
Donc, si jamais je remplace le gamma ici par gamma exponentielle j phi, j'obtiens un exponentiel j phi plus 2 bêta z. Alors, je vois qu'il y a des modifications. Comment on explique la dernière ligne? Alors, la dernière ligne, c'est celle que je suis en train de commenter. Je suppose. Il y a un phi qui apparaît. Alors, justement, j'y reviens. Donc, si jamais je mets ce terme en facteur, là, je fais apparaître un gamma complexe exponentiel de j bêta z. Alors, le 2j bêta z, ça rend compte du phénomène de transport aller-retour. Il y a un observateur qui se trouve au point Z. Il regarde ce qui se passe au loin, ce qui se passe sur la charge. Donc, il lance son regard, il lance une onde, il lance une amplitude de tension qui va se réfléchir sur la charge. Donc, cette tension parcourt le trajet 2 fois. Donc, de l'observateur vers la charge, de la charge vers l'observateur. D'où ce 2j bêta z. Maintenant, on a un gamma complexe ici. Qu'est-ce que c'est le gamma complexe? C'est le coefficient de réflexion sur la charge. Si la charge est complexe, si la charge, c'est par exemple une bobine ou un condensateur ou une résistance en série avec une bobine, par exemple, c'est une charge complexe. Donc ça, c'est phi, c'est la phase du coefficient de réflexion sur la charge. Si on combine ce phi avec le 2j bêta z, ça devient un gamma exponentiel j phi plus 2 bêta z. Autrement dit, là, on fait le quotient de gamma exponentiel j phi que multiplie exponentiel 2j bêta z. On obtient ça. Donc, on obtient donc l'expression qui est encadrée en bleu, où on a fait sortir le exponentiel moins j bêta z, on l'a mis au bout ici de cette ligne. Pourquoi? Pour que ce soit plus commode pour le raisonnement. Et tout le raisonnement, en fait, part de là. Donc, c'est pour ça qu'ici, sur la page suivante, je renote cette expression. Alors, on peut voir que cette expression décrit exactement ce qui se passe, ce qu'on a observé graphiquement. C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas de réflexion, j'ai ce qu'on appelle une onde progressive, donc une onde qui va se propager de la gauche vers la droite. Et lorsqu'on a une réflexion, cette onde va être modulée par ce terme qui est entouré en rouge, qui peut être perçu comme un terme de modulation d'amplitude, comme ce qu'on a l'habitude de faire en électronique, même si la modulation d'amplitude, vous allez l'avoir plus tard dans le module, je ne sais plus, transmission sans fil. Donc c'est TSNUSF, je sais plus, l'acronyme. On va voir ça dans quelques semaines. Mais ça, c'est un terme de modulation d'amplitude. C'est-à-dire que si jamais ce terme est égal à 1, on a tout simplement V incident exponentielle moins J bêta Z. Dans ce cas-là, on est dans cette situation. On a une onde incidente dont l'amplitude ne varie pas. L'amplitude est toujours constante et l'amplitude de l'onde incidente, c'est ce qui est représenté ici en bleu. Si maintenant j'introduis ce terme de modulation d'amplitude, eh bien, parfois ça va être égal à 1, parfois ça va être un petit peu supérieur à 1, parfois ça va être un petit peu inférieur à 1, en fonction de la valeur de ce exponentiel j phi plus 2 bêta z. Et c'est pour ça qu'on va suivre en fait ce contour. Il faut imaginer qu'on a quelque chose de moyen ici. On peut tracer une droite. Et en fonction de la valeur du quotient, enfin de l'exponentiel phi plus 2 bêta z, on va passer parfois par un maximum, parfois par un minimum. Et cette équation va nous permettre de déterminer la position des limites et max. Ça, c'est une exponentielle complexe. Une exponentielle complexe, c'est-à-dire que c'est égal à cosinus x plus j sinus x. Autrement dit, cosinus phi plus 2 bêta z plus j sinus phi plus 2 bêta z. Donc, on va se poser la question du maximum de cette expression. Donc, cette expression va être maximum quand l'angle est égal à 0 plus ou moins 2 capi. En fait, quand on a phi plus 2 bêta z qui est égal à 0 plus ou moins 2 capi, ça, c'est égal à gamma. C'est un maximum. Alors, c'est ce qu'on pose ici, exponentielle j phi
2 bêta z égale 1. Ça veut dire que ça, c'est égal à 0 plus ou moins 2 capi. Et on isole le z, parce que c'est ce qui nous intéresse, la position max. Z est égal à moins phi sur 2 bêta, plus ou moins capi sur bêta. Ici, on va remplacer le bêta par 2pi sur lambda. Et on peut obtenir cette expression Z max est égal à la position du maximum, est égal à moins phi sur 2 bêta, plus ou moins k lambda sur 2. Autrement dit, chaque maximum va se répéter avec une périodicité qui est égale à lambda sur 2. Pourquoi lambda sur 2 ? Eh bien parce qu'on a un phénomène d'onde stationnaire, ce qui veut dire qu'on regarde un coefficient d'inflexion, on a un phénomène de trajet aller-retour. Donc si le signal a une période spatiale de lambda, le signal réfléchi à une période spatiale de lambda sur 2, puisqu'on a le trajet aller-retour. Alors je vois qu'il y a de l'agitation sur le chat. Alors B, c'est bien le déphasage. Alors c'est pas un B, c'est un bêta, c'est la constante de phase. Bêta, c'est la constante de phase. Dans l'expression, on a exponentielle J gamma Z. Donc si jamais on a une ligne sans perte, enfin on a une exponentielle gamma Z plutôt. Donc si jamais on a une ligne sans perte, le gamma devient J bêta. Donc exponentielle J bêta Z ou exponentielle moins J bêta Z. Le bêta, c'est la constante de phase. Alors, donc si jamais ce terme-là est égal à 0, ça veut dire que Vmax, on dit l'amplitude max de tension, est égal à V incident, facteur de 1 plus gamma exponentielle moins J bêta Z. On peut voir dans cette expression que si gamma est égal à 0, comme on dit, si on n'a pas de réflexion, on retrouve Vmax qui est égal à V incident exponentielle moins J bêta Z. On dit si ce terme-là est égal à 0, on a V de Z est égal à V incident exponentielle moins J bêta Z. Et c'est ce qui est décrit dans cette situation. Vous voyez, ici, on a gamma qui est égal à 0, ça veut dire un taux d'onde stationnaire qui est égal à 1. On n'a pas de variation d'amplitude de tension. On a l'amplitude qui est délimitée ici par les deux droites qui sont horizontales en bleu. On n'a pas de phénomène de modulation. Donc ici, on a trouvé la position des max de tension. Donc le maximum d'amplitude de la tension est appelé un ventre de tension. Donc pour retenir un maximum, gros ventre, c'est un moyen qui vous permet de retenir. Maintenant, comment détermine-t-on la position des mines de tension? Eh bien, il faut que ce terme de modulation passe par un minimum. Pour ça, c'est toujours pareil, ça c'est une exponentielle complexe. Au maximum, c'est égal à 1. Au minimum, c'est égal à moins 1. Cosinus x plus j sinus x, au minimum, ça vaut moins 1. Donc, on pose ce terme-là est égal à moins 1. Ce qui veut dire que ce qui est à l'intérieur de la parenthèse ici, ça va être égal à pi plus ou moins de kpi. Cosinus 0, ça fait 1, cosinus pi, ça fait moins 1. Et sinus 0, ça fait 0, sinus pi, ça fait 0. Donc on oscille bien entre plus 1 et moins 1. Donc on pose ça qui est égal à pi plus ou moins 2 kpi, ce qui veut dire que z est égal à pi sur 2 bêta moins phi sur 2 bêta plus ou moins kpi sur bêta. Donc on va trouver, si on remplace bêta par 2pi sur lambda, on va trouver z min qui est égal à lambda sur 4 moins phi sur 2 bêta plus ou moins k lambda sur 2. Donc vous voyez que pour ce qui est de la position, entre un min et un max, on a tout simplement lambda sur 4. Donc tous les max sont séparés de lambda sur 2. Tous les min sont séparés de lambda sur 2, comme on peut le voir ici. Et entre un min et un max, on a forcément lambda sur 4. C'est normal, parce que la périodicité des max étant lambda sur 2, entre deux max, on a forcément un min, avec une distance, donc à lambda sur 4.
À partir de là, si ça c'est égal à moins 1, ça veut dire que V min, c'est égal à V incident, facteur de 1 moins gamma exponentielle moins J eta Z. Le minimum d'amplitude de tension, c'est ce qu'on appelle un nœud de tension. C'est ce qu'on voyait ici dans la situation de réflexion totale. Les nœuds, ce sont les points rouges. Donc là, on voit que pour cette situation de réflexion totale, on a le min de tension qui vaut 0. Mais ça, c'est également un nœud de tension, même s'il ne passe pas par 0. Donc ça, ce sont les ventres. Ça, ce sont les nœuds. Voilà. Maintenant, le travail qu'on a fait avec la tension, on peut faire ce travail également à partir du courant. Donc là, j'écris l'équation du courant avec le signe moins qui prend en compte le fait que V réfléchi sur I réfléchi, c'est égal à moins ZC. D'accord? C'est pour ça qu'on a le signe moins. Si on met ça en équation, eh bien, on va avoir l'inverse de ce qui se passait, enfin plutôt l'opposé de ce qui se passait pour la tension. C'est-à-dire qu'on a un signe moins ici. Donc, pour que ça, ce soit maximum, il faut que ce terme-là soit égal à moins 1. Pour que ça, ce soit minimum, il faut que ce terme-là soit égal à plus 1, à cause du signe moins. Donc, avec cette équation, on comprend facilement qu'un max de tension, ça correspond à un min de courant, et inversement. Donc là, quand j'ai un max de tension, j'ai un min de courant. Quand j'ai un max de courant, j'ai un min de tension. Donc là, on parle aussi de ventre et de nœud de courant. Si on représente le courant, on va avoir une évolution, la même évolution déphasée de lambda sur 4, ou déphasée de pi sur 2, en fait, si on parle de phase. Et on retient que les maxima ou les minima de tension ou de courant sont distants de lambda sur 2. Donc ça, on l'a vu, enfin vous l'avez vu en TD, puisqu'on a travaillé, on a déterminé les min et les max de tension en TD, donc forcément, on est passé par là. Alors, si on continue, maintenant, on va s'intéresser ici à la puissance. Alors, pourquoi on s'intéresse à la puissance? Les physiciens raisonnent facilement à partir des amplitudes et des énergies. Les ingénieurs vont plutôt raisonner à partir de la puissance. Pourquoi? Parce que c'est la puissance qui permet de dimensionner les dispositifs. C'est la puissance qui permet de choisir un amplificateur qui fonctionne bien, qui permet de choisir les systèmes qui vont bien fonctionner sur une chaîne de transmission. C'est la puissance qui nous permet de faire un bilan de puissance, autrement dit un bilan de consommation énergétique. Donc la puissance, c'est vraiment une donnée qui est importante. Alors la puissance, qu'on soit en propagation ou qu'on soit en électricité ou en électrotechnique, c'est toujours la même définition. C'est le produit d'une tension par un courant. Lorsqu'on a des tensions et des courants complexes, plus précisément, c'est la tension que multiplie le courant conjugué. Parce que la tension et le courant sont des grandeurs complexes. Ici, on voit qu'on a un terme 1,5 qui apparaît. Ce terme 1,5 est classique, puisque si on parle de tension et de courant et de tension conjuguée, ça signifie qu'on travaille en régime harmonique. Autrement dit, on travaille avec des signaux sinusoïdaux. Et comme on l'a vu dans d'autres, comme vous l'avez vu dans d'autres cours, l'amplitude d'une tension sinusoïdale, c'est la valeur efficace divisée par racine de 2. Donc le produit V2Z par I2Z, c'est un produit de valeur efficace. Donc, si on passe ça en tension, on a racine de 2 qui multiplie racine de 2, ça fait 1,5. C'est pour ça qu'on a ce terme 1,5. La puissance totale, c'est 1,5 de V multiplie I conjugué, si on a des tensions harmoniques, des courants harmoniques. Ici, la puissance totale en fonction de Z, ça va être tout simplement 1,5 de V de Z que multiplie I de Z conjugué. Donc ça, c'est l'expression globale. Alors, dans cette expression de tension, on va distinguer deux choses. On va distinguer d'une part la puissance active. La puissance active, ça fait référence à la partie réelle de cette tension. Donc, autrement dit, la puissance active, on peut noter P de Z, c'est 1,5 de la partie réelle de ce terme-là.
Cette puissance active, on peut la calculer. En effet, la tension, c'est égal à V incident facteur de exponentielle moins gamma Z plus gamma exponentielle plus gamma Z. On part de cette expression et on met V incident en facteur de manière à faire apparaître le gamma ici. I de Z, ben, ça va être la même chose mais avec un signe moins. Et si on fait le produit des deux, eh bien, on peut développer avec le alpha plus J bêta et on va obtenir quelque chose qui se simplifie ici. Alors la démonstration, je peux la faire sur le tableau blanc. Hein, ça permettra de comprendre et puis ça permettra de faire un petit peu autre chose que de rester devant son écran. Alors avant de noter, de faire la démonstration, je vais noter ces deux expressions. Alors je bascule au tableau blanc. Habituellement, cette démonstration, je la fais au tableau vert sur l'écran, pas en amphi. Bon, ici, on n'a pas la chance d'être en amphi. Alors, V incident, non, V2Z plutôt. C'est V incident, facteur de... Alors, je ne sais plus les expressions, j'aurais dû les noter. Exponentielle moins gamma Z plus gamma exponentielle plus gamma Z. V incident, facteur de exponentielle moins gamma Z plus gamma exponentielle gamma Z. Et I de Z, c'est égal à V incident sur ZC. La même chose, mais avec un signe moins. Exponentielle moins gamma Z, moins gamma exponentielle gamma Z. Alors, on sait que gamma, c'est alpha plus J bêta. Alors, V réfléchi sur V incident, c'est égal à gamma. Effectivement, ça c'est la définition du coefficient de réflexion. Gamma, par définition, c'est V réfléchi sur V incident. Alors, si je remplace cette expression, le V de Z, en fait, ici, je peux l'écrire sous cette forme. Donc, on aurait V incident, facteur de exponentielle moins alpha Z, exponentielle moins J bêta Z. J'enlève la parenthèse. Plus gamma, facteur de exponentielle alpha Z, exponentielle J bêta Z, et I de Z, c'est I incident sur ZC, facteur de exponentielle moins... Alors, je suis désolé, hein, j'arrive en bas de mon écran, donc c'est pas super. Exponentielle moins J bêta Z, plus gamma exponentielle alpha Z, exponentielle J bêta Z. Moins gamma, pardon. Ça sert à quelque chose que j'insiste sur le signe moins si je mets un signe plus. Alors, si on fait le produit des deux conjugués, alors prendre le conjugué, ça veut dire transformer les J en moins J, pour le courant. Alors, je passe à la page suivante. Donc, V de Z, 1 demi. Donc, P de Z, c'est 1 demi. C'est 1 demi de partie réelle de V de Z que multiplie I
de z conjugué. Donc, si on développe ça, ça va être égal à 1 demi de V incident au carré sur ZC que multiplie. Alors, je vais avoir je reviens à la page précédente, exponentielle moins alpha z exponentielle moins j bêta z plus gamma exponentielle alpha z exponentielle j bêta z que multiplie exponentielle moins alpha z exponentielle j bêta z, puisqu'on prend le conjugué du courant, moins gamma exponentielle alpha z exponentielle moins j bêta z. Maintenant, on peut développer tout ça. Alors, je vais noter l'incident carré sur 2ZC, ça permet de gagner un peu de place. Donc là, je vais avoir un exponentiel moins 2 alpha z. Là, je vais avoir un exponentiel moins gamma exponentielle moins 2j bêta z. Ensuite, je vais avoir un gamma exponentielle 2j bêta z. Et enfin, je vais avoir un moins gamma carré exponentielle de alpha z. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on a un signe moins. Donc, si on regarde l'expression finale, normalement, on a le terme en j bêta z qui doit partir. Donc, j'ai peut-être fait une erreur quelque part. On développe. Ah oui, non, j'ai pas fait d'erreur, mais on prend la partie réelle. Ouais, c'est ça. Je reviens au tableau blanc. Donc, si on prend la partie réelle, on enlève ça. C'est ça, j'ai oublié, hein, c'est un demi de RE ici. Donc, je vais noter en essayant de faire apparaître. Donc, ici, on prend la partie réelle. Donc, si on prend la partie réelle de ça, P de Z, c'est V incident au carré sur 2ZC, facteur de exponentielle moins 2 alpha Z moins gamma carré exponentielle 2 alpha Z. Voilà. Et là, on obtient l'expression qu'on a dans le cours, dans le polycours. D'accord? Puisque je prends la partie réelle. Si je prends la partie réelle, j'enlève ça. Alors, je reviens à la partie cours. Voilà. Donc, on a l'expression que je viens de noter. Donc, ça, c'est la puissance active de
sur la ligne. Alors ici, j'ai souligné en supposant la charge réelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le gamma ici, on a considéré que c'était un gamma, c'est pas un gamma exponentiel J-phi. Ça permet de simplifier les notations, tout simplement. C'est un cas particulier, mais qui est relativement réaliste dans la mesure où c'est quand même très fréquent qu'on ait des charges réelles quand on fait de la propagation sur ligne. Donc on a ce terme-là. Donc ça, c'est la puissance active. Dans cette expression, donc gamma carré, c'est le coefficient d'inflexion en puissance que l'on note parfois ρ. Alors ça, il faut vous habituer, c'est que les notations, elles sont parfois dans un même cours, on va avoir la même notation. Souvenez-vous, le ρ, on l'a déjà utilisé. Le ρ, on peut l'utiliser pour la résistivité. Dans l'expression R égale ρ L sur S, ρ, c'est la résistivité. Autrement dit, c'est en ohms par mètre. Ici, ce n'est pas la résistivité, ici, c'est le coefficient d'inflexion en puissance. Bon, il suffit de le savoir. On va voir que dans la prochaine partie du cours, dans la deuxième partie avec les équations de Maxwell, ρ, ce sera la densité volumique de charge. Ce n'est pas grave. Il suffit de savoir que ρ, ça peut avoir trois significations et on ne s'en mêle pas les pinceaux. Alors, une remarque intéressante, c'est que si vous regardez cette expression, si la ligne est sans perte, on a tout simplement P de Z qui est égal à V incident au carré sur 2ZC, facteur de 1 moins gamma carré. Effectivement, si elle est sans perte, alpha égale 0, donc, ce qui veut dire que ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1, on obtient cette expression-là. Donc, cette expression est intéressante parce qu'on voit directement l'influence du coefficient d'inflexion. Le coefficient d'inflexion en tension, c'est gamma. Le coefficient d'inflexion en puissance, c'est gamma carré. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer au niveau de la charge? Eh bien, c'est tout ce qui arrive, moins ce qui réfléchit. Ce qui réfléchit, c'est gamma carré en puissance. Donc, vous voyez que cette expression a, heureusement, je dirais, un sens physique. Et en plus, ce qu'on peut vérifier, c'est que si jamais la charge est adaptée, ce coefficient de réflexion vaut 0. Et dans ce cas-là, on a P de Z qui est égal à V incident au carré sur 2ZC. Donc là, on retrouve l'expression d'une charge maximale transmise, d'une puissance maximale transmise à une charge. V carré sur 2ZC. Donc dans ce cas, le transfert de puissance est optimal. Alors ça, c'est une situation idéale. C'est une situation qu'on observe pour une ligne sans perte et pour une ligne qui est parfaitement adaptée. Dans la pratique, c'est rarement comme ça. Alors on va maintenant aborder une partie qui est très très importante dans ce cours, c'est la partie qui est consacrée à l'adaptation d'impédance. Alors qu'est-ce que c'est l'adaptation d'impédance? Eh bien c'est une technique, c'est même plus qu'une technique, c'est un raisonnement qui consiste à faire en sorte que quand on a une charge qui n'est pas égale à l'impédance caractéristique, on va mettre en place des stratégies de manière à obtenir une adaptation d'impédance. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix à obtenir une adaptation d'impédance? On peut le comprendre sur les animations que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, dans le cas d'une adaptation, tout va bien. Le signal incident est transmis à la charge. Donc, il faut imaginer que la charge, ça peut être n'importe quoi. Si jamais c'est une antenne, on émet avec une source, on propage sur une ligne sans perte ou sur une ligne avec des pertes faibles, et le signal qu'on génère est intégralement transmis à l'antenne, donc il va être intégralement rayonné dans l'atmosphère, ce qui peut permettre à des utilisateurs de recevoir la puissance émise avec une bonne qualité de réception. Si on a une désadaptation au niveau de cette antenne, et bien là, c'est un petit peu merdique, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de tension qui est transmise. Il y a de l'inflexion. Là, c'est beaucoup plus merdique, entre guillemets, c'est-à-dire vous voyez que le signal transmis il est faible par rapport au signal incident. Et puis là, c'est carrément catastrophique, on n'a presque rien, et là, on n'a rien du tout. Donc, vous voyez que l'adaptation d'impédance, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on peut avoir
une source ici qui va cracher des watts. Si jamais on a une mauvaise adaptation, eh bien, il n'y a rien du tout qui est transmis à l'utilisateur. Donc ça, c'est embêtant. Ce qui est encore plus embêtant, c'est que ce qui n'est pas transmis, hop, c'est réfléchi vers la source. C'est-à-dire que quelque chose qui est mal adapté, eh bien, ça peut être dangereux pour la source. C'est-à-dire que si tout revient à la source, ben, ça peut détruire la source. Alors, l'exemple de la vie courante, ben, c'est l'exemple du court-circuit. Effectivement, si la ligne est fermée par un court-circuit, c'est ce qu'on appelle une situation de réflexion totale. Et dans ce cas-là, il y a tout qui revient vers le générateur. L'exemple que vous connaissez, c'est la fourchette qu'on oublie dans le four micro-ondes. Effectivement, ça commence à faire des étincelles au niveau du générateur. Pourquoi? Parce qu'on a un effet de court-circuit. Donc, ça peut être destructeur pour le générateur. Donc, la notion d'adaptation d'impédance, c'est vraiment quelque chose qui est vachement important. Et c'est pour ça qu'on va y passer du temps à la fois en cours, pour la fin de ce cours, et pour la partie TD, on va voir plusieurs exemples d'adaptation d'impédance. Alors, je reviens au cours ici. Donc, les exemples précédents illustrent les inconvénients d'une désadaptation d'impédance. En cas de désadaptation importante, l'amplitude du signal transmis à la charge est faible, voire nulle, en cas de réflexion totale, c'est ce que je viens de vous montrer. Et le signal réfléchi vers le générateur peut être très important, ce qui peut s'avérer destructif dans certaines situations. L'exemple du four au micro-ondes, si la fourchette vous la laissez, pendant plusieurs minutes, ça va finir par détruire le four au micro-ondes ou par faire disjoncter votre installation électrique. Pour ces raisons, il est primordial d'adapter l'impédance de charge à l'impédance caractéristique de la ligne. L'objectif est d'aboutir à la situation où l'impédance Z en tout point de la ligne est équivalente à ZC. Dans ce cas-là, on retrouve un régime d'onde progressif, même si on a une situation de désadaptation d'impédance. Donc, dans la suite de ce cours, on va voir différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour réaliser l'adaptation d'impédance. Il est 11h moins le quart, donc je vous propose ici de faire 5 minutes de pause, histoire d'être en forme pour bien aborder ces notions nouvelles avec l'esprit frais et avec peut-être un petit café, pour ceux qui prennent du café. Donc, je vais faire une petite pause, une courte pause de 5 minutes et on se retrouve à l'issue de cette pause. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un résumé des expressions du coefficient de réflexion? Un résumé des expressions de coefficient de La réflexion. dernière fois, on en avait vu et j'ai l'impression que, comme tout à l'heure, vous avez dit que le coefficient de réflexion, c'était Vref sur V incident. Ouais. La dernière fois, on avait mis exponentielle de gamma Z en plus de ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je comprenais pas trop laquelle faut utiliser dans quel cas. D'accord, je comprends. Je vais faire ce résumé sur le tableau blanc et puis on fera 5 minutes de pause après. Merci. Alors, je repasse au tableau blanc. Alors, l'expression générale, par définition, gamma, alors gamma, je note complexe, c'est V réfléchi sur V incident. Donc ça, c'est l'expression la plus générale. Alors c'est vrai que je fais parfois je prends parfois je fais parfois des petites entorses, c'est-à-dire que je ne mets pas toujours la barre de complexe, etc. Donc voilà, c'est effectivement, ça peut expliquer certaines confusions. Le coefficient de réflexion sur la charge, faut que j'écrive correctement. Donc je vais écrire au niveau de la charge. Donc au niveau de la charge, on a un coefficient de réflexion qui est égal à gamma exponentielle j phi, si la charge est complexe. Complexe, ça veut dire que la charge est composée, par exemple, de la mise en série, d'une inductance et d'une bobine,
ou enfin, d'une résistance et du mobile, ou d'une résistance et d'un constateur, si on a une charge complexe. D'accord? Si on se situe à une certaine distance z de la charge, à une distance z de la charge, on a un gamma de z complexe qui est égal à gamma exponentielle moins non, exponentielle 2 gamma z. D'accord? Si on a une ligne sans perte, ce gamma complexe est égal à ce gamma de z est égal à gamma exponentielle de j bêta z. D'accord? Donc ici, on a un gamma complexe qui dépend de z, qui est le coefficient de réflexion en tout point de la ligne. Ici, on a un gamma complexe qui ne dépend pas de z, qui est égal au coefficient de réflexion sur la charge. On peut écrire ici avec gamma complexe, coefficient de réflexion sur la charge. Et ce coefficient de réflexion sur la charge, c'est gamma complexe est égal à gamma exponentielle j phi, puisque la charge est complexe. Donc, ce qui veut dire que ce gamma de z complexe, on peut l'écrire sous la forme gamma réel exponentielle j phi plus. Alors, je vais faire ça progressivement. Je multiplie exponentielle de j bêta z. Autrement dit, gamma de z est égal à gamma exponentielle j phi plus 2 bêta z. Voilà, donc là, ça résume un petit peu toutes les notations que j'ai employées pour gamma. OK? Donc, si vous voyez gamma de z, c'est le coefficient en un point z, gamma complexe. Le gamma complexe, en fait, ici, il est complexe pour deux raisons. Il est complexe parce qu'on se situe à une certaine distance z de la charge. Autrement dit, on a un déphasage entre la position où on se trouve et la charge. Donc ça, c'est le terme de j bêta z. Et il est complexe également parce qu'on a une réflexion sur une charge complexe, exponentielle j phi. Donc dans ce terme de phase globale, on a à la fois la contribution de la charge complexe et la contribution du déphasage qui est lié au fait qu'on se trouve à une certaine distance z de la charge. Ça va? Oui, merci. Et j'avais juste une question. Gamma tout simple sans barre, c'est ZL moins ZC sur ZL plus ZC. Ouais, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser ça. Donc, si on est au niveau de la charge, gamma, c'est ZL moins ZC sur ZL plus ZC. Mais les impédances, là, elles ne peuvent pas être complexes? Là, non, dans ce cas-là, l'impédance est réelle. Si maintenant il y a une impédance complexe, voilà. D'accord. Pour une impédance de charge quelconque, qui peut être complexe, on obtient l'expression de gamma complexe. Ça va? Ok, merci. Bon, moi, je vous propose, comme je l'ai annoncé, 5 minutes de pause. Donc là, il est 10h51, donc on se retrouve à 56. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Oui, j'aurais une question à propos de ce que vous avez parlé. Là, je t'entends plus. Oui, je vous entends parfaitement. D'accord. Vous m'entendez plus? Non, ça va là, ça va. C'est bien. T'écoutes? D'accord. J'ai une question à propos de ce que vous avez parlé du coefficient de réflexion. Du coup, le coefficient de réflexion gamma, donc sans dépendance de z, il est égal à Vref sur VINC,
Et ça, c'est aussi égal à exponentielle Jiffy. Oui. Et dans ce cas-là, le VRF, D'accord. le VRF sur V incident, c'est la tension réfléchie, la tension incidente au niveau de la charge. Au niveau de la charge. Donc, gamma, c'est au niveau de la charge. Et du coup, en fait, ce que j'ai pas très bien compris, parce qu'en optique, on n'avait pas vu de coefficient de réflexion selon Z. Du coup, physiquement, il correspond à quoi le coefficient de réflexion dépendant de Z? Alors, en optique, on a aussi, c'est les équations de Maxwell, donc c'est la même chose en fait, mais peut-être qu'on n'avait pas beaucoup parlé de ça en optique. Alors, je vais revenir au. En arrière. Voilà. Donc, si jamais j'ai un coefficient de réflexion sur la charge, donc là, ce que je note gamma L, c'est le gamma. Hein. Si on a une charge complexe, c'est un gamma exponentiel J. Si on regarde ce qui se passe à une certaine distance, en fait, quel que soit le point où je me situe sur la ligne, on voit l'influence de ce coefficient de réflexion, puisqu'on voit quelque chose qui revient. Donc, ça veut dire qu'en tout point de la ligne, je peux faire le quotient de l'onde incidente, enfin de l'onde réfléchie sur l'onde incidente. Donc, je peux définir un gamma qui dépend de Z. Hein, si jamais j'ai une réflexion ici, si jamais je me mets à 1 cm de la charge, je vais voir aussi une onde réfléchie. Si jamais je me mets à 10 cm, je vais voir une onde réfléchie. Si jamais je me mets ici, je vais voir une onde réfléchie. Donc, quel que soit l'endroit où je me situe sur la ligne, je peux écrire gamma de Z est égal à V réfléchi complexe sur V incident complexe. Je t'entends plus très bien là. J'ai pas entendu. Tu peux répéter ta question? En fait, non, c'est qu'en fait, du coup, c'est l'onde réfléchie qui dépend de gamma. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Il y a une onde réfléchie, et parce qu'il y a une onde réfléchie, on définit un coefficient de réflexion. Ah, ok, C'est au départ, on a une onde incidente, on a un obstacle, on a une onde réfléchie, et le quotient de l'onde incidente, de l'onde réfléchie sur l'onde incidente, c'est égal au coefficient de réflexion. C'est-à-dire le phénomène de. Dis, je t'écoute. Du coup, en toute logique, gamma Z, il se réduit au fur et à mesure du temps ou pas? Alors oui, il se réduit au fur et à mesure enfin pas au fur et à mesure du temps, parce qu'on a une excitation continue ici, on est en régime harmonique, donc on va toujours envoyer de la tension sur les lignes. Donc il n'y a aucune raison que ce gamma se réduise en fonction du temps. On n'envoie pas une impulsion. On n'est pas en régime impulsionnel, on est en régime harmonique. Par contre, normalement, le gamma va se réduire au fur et à mesure de la distance. Plus je m'éloigne de la charge, plus le gamma va être petit. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne avec des pertes. Donc effectivement, si jamais j'ai une ligne qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, à l'entrée de la ligne, on ne va pas avoir beaucoup de coefficient de réflexion parce qu'il sera absorbé par les pertes, par le exponentiel alpha z. OK? Du coup, en fonction de la longueur de notre ligne, est-ce qu'on peut considérer que l'onde réfléchie peut être négligeable? Oui. Oui, on peut considérer que l'onde réfléchie peut être négligeable si on se situe loin de la charge, mais ça ne veut pas dire pour autant que la réflexion au niveau de la charge est nulle. On faisait cet exercice avant dans un module. En fait, on prenait un câble, à l'extrémité du câble, on mettait un court-circuit, et puis on regardait ce qui se passait vraiment tout à l'entrée du câble. Et en fait, on mesurait un coefficient de réflexion qui était faible. Mais pourquoi? Parce que tout était perdu dans l'atténuation. Donc en fait, on ne voyait pas trop le coefficient de réflexion. D'accord. Si, on peut comprendre ça avec les balles magiques, les balles rebondissantes. Si tu jettes une balle rebondissante sur une hauteur de 1 mètre, bon, tu peux la rattraper.
Si tu jettes une balle rebondissante du haut d'un immeuble, tu ne vas pas la rattraper parce qu'elle ne va pas rebondir super haut, parce qu'elle va être, l'effet de rebond va être compensé par la gravité. Donc en fait, la balle, elle ne va pas, même si on a une réflexion qui est importante, même si la balle rebondit, elle est tout aussi rebondissante si tu la fais rebondir d'une hauteur d'1 mètre que si tu la fais rebondir d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres ou plusieurs dizaines de mètres. Mais simplement, tu n'arriveras pas à la rattraper parce qu'elle ne va pas monter assez haut. Il y a un autre phénomène qui va compenser la réflexion, en fait, avec la distance. Là, c'est la gravité. Dans le cas de notre ligne, ce sont les pertes, les coefficients d'atténuation. OK ? Et les propriétés du goudron, c'est les propriétés de la charge. Ouais. Merci. Bon, on va continuer maintenant. Donc là, vous avez le cours sous les yeux, hein, c'est ce que j'ai partagé. Donc, je reprends où on en était arrivé. Donc, ici. Alors, première technique pour faire une adaptation d'impédance, c'est que on sait que ça, ce n'est pas égal à l'impédance caractéristique. On va mettre en parallèle une impédance qui va faire en sorte que globalement, ça plus ce bout de ligne plus ça va être adapté. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, dans ce cas-là, on a une zone d'onde progressive, c'est-à-dire que l'onde va se propager ici, et puis elle va être complètement absorbée. Pourquoi? Parce que ici, on aura une impédance équivalente qui sera égale à ZC. Par contre, sur ce bout de ligne entre là et là, on va avoir un phénomène non stationnaire. Ça va rebondir comme ça. C'est pour ça qu'on a écrit ici zone d'onde stationnaire, ici zone d'onde progressive. Là, c'est ZC. ZA n'est pas égal à ZC, mais l'impédance ramenée ici, avec la contribution de ZA, ça va être égal à ZC, globalement. Donc ça, c'est pour la première méthode. Et pour cette méthode, on dispose de 2 degrés de liberté. Donc c'est la valeur de ZA. Effectivement, on peut ajuster cette valeur de manière à réaliser l'adaptation d'impédance. Et la distance D. Effectivement, la distance D, ça introduit un déphasage. Donc en jouant sur la valeur de ZA et sur la distance D, on peut faire en sorte qu'on ait une zone non progressive, c'est-à-dire qu'on ait ici l'impédance de caractéristique qui soit égale à l'impédance ramenée vue dans ce plan-là. L'inconvénient de cette adaptation d'impédance, enfin les deux inconvénients, d'abord, c'est que ça va être valable qu'à une seule fréquence. Forcément, l'adaptation d'impédance dépend de la distance D, et la distance D, ça dépend de la fréquence. Enfin, ce n'est pas la distance D qui dépend de la fréquence, mais ce qui est valable pour une distance D donnée, à une fréquence donnée, va plus être valable à une fréquence différente. Pourquoi? Parce qu'on a une interdépendance entre distance et fréquence, qui est donnée par la relation F est égale à la vitesse de propagation divisée par la longueur d'onde. Forcément, si je change la fréquence, je change la longueur d'onde. Et si je change la longueur d'onde, pour une distance D donnée, on va introduire une désadaptation. Ça, c'est le premier problème. Donc ça, c'est quelque chose d'assez général. On va retrouver ça dans d'autres situations également. Et enfin, le deuxième problème, c'est qu'il est parfois difficile de réaliser des impédances pures en haute fréquence. Donc effectivement, si vous prenez un condensateur tel que vous le connaissez, c'est-à-dire un petit composant avec 2 fils, en basse fréquence, si vous mesurez son impédance, vous allez trouver quelque chose en 1 sur JC oméga, donc quelque chose qui est purement capacitif. Si on travaille en haute fréquence, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir déjà des pertes dans les connexions. Donc, on a une petite résistance en série avec le condensateur. Mais surtout, les bouts de fil, les pattes du condensateur, ça va se comporter comme des inductances. Donc, ce qu'on arrive facilement à faire en basse fréquence, on n'arrive pas forcément à le faire facilement en haute fréquence. Donc, c'est pour ça que l'impédance d'un élément discret, c'est rarement pur quand on est à très haute fréquence. Et à très haute fréquence, c'est vraiment l'hyperfréquence, autour de gigahertz, voire plus. Donc, c'est pour ça que cette adaptation par élément qu'on ajoute en parallèle ici, ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant en pratique et ce n'est pas ce qu'il y a de plus performant. Alors,
Alors, deuxième méthode, c'est que on a vu que quand on introduit une ligne de propagation, on réalise une adaptation de... On introduit une impédance ramenée. Effectivement, en ligne de propagation, c'est pas neutre, hein, ça introduit une impédance ramenée. Donc, on peut réaliser ici l'adaptation avec ce qu'on appelle un tronçon de ligne lambda sur 4. Donc, on connaît ici la longueur de la ligne, ça vaut lambda sur 4. Et simplement, si on fait en sorte que cette impédance caractéristique de ce tronçon est différente de l'impédance caractéristique de la ligne, eh bien, on peut utiliser ce tronçon ligne lambda sur 4 pour réaliser une adaptation d'impédance. Quel est l'intérêt par rapport à la situation précédente? C'est qu'ici, on ne s'embête plus avec des impédances qui ne sont pas parfaites. On n'ajoute pas un élément discret, on ajoute un tronçon ligne. Un tronçon ligne, aux pertes près, il va se comporter de manière, je dirais, prévisible. Si on prend un tronçon ligne qui est relativement court, les pertes seront négligeables et on aura le comportement souhaité. On a 2 degrés de liberté, la distance D par rapport à la charge. Donc, cette distance D est choisie pour obtenir une impédance ramenée purement réelle. Donc, ici, on va être purement réel dans ce plan-là. Et la valeur de ZC' permet d'obtenir une partie réelle égale à ZC. Donc, on détermine la distance D de manière à ce que l'impédance ramenée dans ce plan-là soit purement réelle. Alors, quand je fais des... Là, je vous montre avec la souris. Vous voyez ça sur votre écran ou pas? Oui. Ouais, donc c'est très bien. J'avais un doute depuis le début. Donc là, on détermine la distance D de manière à avoir quelque chose qui est purement réel. L'impédance ramenée est purement réelle dans ce plan-là. Et ensuite, on introduit un ZC' qui permet de compenser la différence de la partie réelle de cette impédance ramenée par rapport à ZC. Et on réalise l'adaptation de l'impédance. L'inconvénient de ça, c'est toujours pareil. On est tributaire de D, on est tributaire de lambda sur 4. Donc l'adaptation d'impédance est valable qu'à une seule fréquence. Pourquoi? Si je change la fréquence, je change la longueur d'onde. Donc le lambda sur 4, il ne vaut plus lambda sur 4, puisqu'on a changé de longueur d'onde. La distance D, qui permet de réaliser l'adaptation d'impédance, elle n'est plus valable non plus. Donc tout ça c'est valable à une seule fréquence. Mais comme dans le cas précédent, on a une zone ici qui est égale à une zone d'onde progressive. C'est-à-dire ce que j'envoie, ça passe de l'autre côté de manière intégrale. Et ici, on a des phénomènes d'aller-retour. On a une zone non stationnaire. Et au bout du compte, ce qu'on envoie ici, c'est intégralement transmis à la charge à cause de ce dispositif d'adaptation. Alors, je vois qu'il y a une petite agitation sur le chat. Troisième méthode pour réaliser une adaptation d'impédance, ça, on en a déjà parlé au début, enfin, pas au début du cours, mais la séance précédente, me semble-t-il. Je reviens un petit peu en arrière. Beaucoup en arrière. Voilà, c'est ce qu'on avait vu ici. Je vous avais dit que quand on a une ligne qui est fermée par un court-circuit, l'impédance de cette ligne, c'est ça. Si on ferme la ligne par un court-circuit. Par conséquent, si je considère différentes longueurs, 6, 0, lambda sur 8, lambda sur 4, etc., on peut parcourir toutes les valeurs de parties imaginaires d'impédance, de 0 à 0 en passant par l'infini. Donc simplement, une ligne qui est fermée par un court-circuit, c'est un élément d'adaptation d'impédance. C'est ce qu'on appelle un stub, ce que j'avais noté ici. Donc c'est ce qu'on va exploiter ici pour réaliser l'adaptation d'impédance. Je reviens où j'en étais. Voilà, ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On choisit la distance D de manière à avoir une impédance ou une admittance ramenée. On va voir pourquoi on parle d'admittance ramenée, équivalente à YC plus JX. Qu'est-ce que c'est YC? C'est 1 sur ZC. Autrement dit, la distance D ici, ça nous permet d'avoir l'égalité des parties réelles. YC ici. On vise ici une égalité des parties réelles d'impédance ou d'admittance. Et ensuite, la longueur L, ça nous permet de compenser
la partie imaginaire. Ça nous permet d'obtenir, en fait, au bout du compte, avec la logique du stub, ça nous permet d'obtenir un x égal à 0. Dans ce cas-là, on aura l'admittance ramenée ici qui sera égale à YC, on dit l'impédance ramenée qui sera égale à ZC. L'inconvénient de cette adaptation à l'impédance, c'est que c'est valable qu'à une seule fréquence. Pourquoi? Parce qu'on a une distance D, on a une longueur L. Si jamais je change la fréquence, je change la longueur d'onde. Si je change la longueur d'onde, tout ce qu'on a déterminé, c'est plus valable. Mais on a un degré de liberté, on peut tricher un peu si jamais on fait varier la distance L. Alors, comment on peut faire varier la distance L? On ne va pas retirer le stub et couper un petit bout de ligne. Non, c'est qu'on a une terminaison qui est mobile ici. On a un effet comme si on avait une coulisse. On a une vis micrométrique qui permet d'ajuster la longueur du stub et qui permet de compenser des faibles désadaptations d'impédance. Pourquoi des faibles? Parce qu'on a toujours la distance D ici. Cette distance D, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas déplacer le stub le long de la ligne. Par contre, on peut toucher un peu la longueur du stub, donc on peut tricher un petit peu. Donc ça, c'est une technique d'adaptation qui est très utilisée en pratique. Là, ici, on a la zone d'onde progressive. Là, on a la zone d'onde stationnaire. Donc là, on se propage et tout va être absorbé par cette partie-là. Par contre, on a des phénomènes d'aller-retour entre le stub et la charge, ce qui veut dire que l'onde va être transmise à la charge, mais de manière progressive. C'est-à-dire que la réflexion va être de moins en moins importante et puis on va transmettre tout à la charge. Maintenant, encore plus fort, l'adaptation de double stub. Alors, ce n'est pas juste pour embêter les étudiants, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé en pratique. Quel est le principe? C'est qu'on a ici une charge qui est désadaptée, donc qui n'est pas égale à ZC. On va mettre un premier stub à une distance D1. On va mettre un deuxième stub à une distance D2. Donc, je ne vous explique pas en détail comment est-ce qu'on détermine les distances D1 et D2, puisque ça fera l'objet d'un TD. On va traiter ça en TD de manière complète. Donc, on a 4 degrés de liberté. Ça, on a D1, D2, la longueur du premier stub L1, la longueur du deuxième stub L2. Ce qui veut dire que tout ça, ça va être déterminé à une fréquence donnée. Mais si jamais on change la fréquence, eh bien, on a un degré de liberté. Et qu'est-ce que c'est Enfin, on a 2 degrés de liberté plutôt. Ces degrés de liberté, c'est la longueur des 2 stubs. On peut ajuster la longueur des 2 stubs de manière à compenser cette variation de fréquence. Autrement dit, on a une adaptation en impédance qui est accordable en fréquence. C'est pour ça que c'est très utilisé en pratique. On en a un exemple ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une extrémité de câble coaxial. Donc là, il faut imaginer qu'en amont, j'ai un câble coaxial que je viens relier ici. Ça, ce petit écrou, c'est quoi? C'est une impédance de charge que je mets à l'extrémité du câble coaxial. Et ici, on a 2 stubs. Donc ça, ce serait l'équivalent du stub 1. Ça, ce serait l'équivalent du stub 2, qui sont des tronçons de ligne. Donc la longueur de la ligne, ça va d'ici à ici. Et qu'on peut régler avec une molette, une vis micrométrique. Donc on va régler la valeur de cette distance L1 en réglant cette molette. Et on va régler la valeur de cette distance L2 en réglant cette molette. Okay. Et comme ça, on peut réaliser une adaptation d'impédance qui est précise et surtout qui tolère une certaine variation de fréquence. Donc ça, c'est vachement important. L'adaptation de double stub, c'est ce qui est utilisé en pratique. Alors maintenant, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que résoudre un problème comme celui-ci, de manière analytique, ça peut être très compliqué. Pourquoi? Parce que on a une charge ici qui est désadaptée par rapport à ZC. Donc, on va commencer par calculer un coefficient de réflexion dans le plan de la charge, en faisant tout simplement ZL moins ZC sur ZL plus ZC. Ensuite, on calcule l'impédance ramenée à une certaine distance D1. Ensuite, on rajoute un élément parallèle et on essaie de déterminer une certaine distance L1. Donc, on va calculer une impédance ramenée sur laquelle on rajoute quelque chose en parallèle. Ensuite, on va se mettre à une distance D2. Donc, on va avoir une nouvelle expression d'impédance ramenée qui prend en compte ça et qui prend en compte ça.
et on rajoute un autre élément en parallèle. Et si on veut résoudre le système, en fait, on va avoir 4 équations à 4 inconnus. L1, L2, D1, D2, avec des expressions analytiques qui font toute la largeur du tableau. Donc c'est possible, ça se calcule, ça se résout, mais c'est compliqué. On risque de se tromper. Alors maintenant, c'est plus trop un problème, parce qu'on a des logiciels de simulation qui nous permettent de réaliser des adaptations d'impédance. Mais quand on a commencé à travailler sur ces problématiques d'adaptation d'impédance, on n'avait pas ces logiciels de simulation. Donc on a inventé une méthode graphique. Et cette méthode graphique est toujours utilisée aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle la bague de Smith. Alors ça, c'est le monsieur qui a inventé la bague de Smith. Donc vous voyez qu'il est plutôt jeune, d'ailleurs il est décédé. Cette bague de Smith, c'est ce que vous voyez ici. C'est une représentation graphique. Alors il y a eu plusieurs tentatives de résolution de ces problèmes d'adaptation d'impédance par des méthodes graphiques. Et il s'avère que la plus pratique à utiliser, et donc celle qui est devenue la plus universelle, c'est celle de la bague de Smith. Donc je vais détailler un peu en quoi consistent ces différentes graduations qu'on observe sur la bague, sans rentrer trop dans les détails, parce que ça sera beaucoup plus pertinent de traiter ça ensemble sous forme d'exercice. Alors je ne sais pas comment je vais faire à distance, parce que habituellement je distribue des feuilles d'ABAC en TD, et puis on fait ça ensemble en mettant des points, en reportant des points sur le TD. Là, je ne sais pas comment je vais faire. On va peut-être devoir passer directement à une partie simulation. Je ne sais pas, je vais réfléchir. On ne fera pas encore ça cette semaine, on fera ça à partir de la semaine prochaine. Donc, cette ABAC de Smith, en fait, même si, comme je vous le disais, maintenant, on peut éviter de reporter des points avec un crayon et de faire tracer des cercles, etc., parce qu'on a des outils informatiques qui permettent de faire ça à notre place, qui permettent de résoudre ces problèmes d'adaptation d'impédance. Mais néanmoins, cette représentation est tellement universelle qu'on va la rencontrer partout. On va la rencontrer sur des articles, sur des documentations techniques. On va la rencontrer également sur les appareils de mesure. Donc ça ici, c'est un écran d'analyseur de réseau. L'analyseur de réseau, c'est comme une sorte d'analyseur de spectre qui permet de travailler avec un phénomène de propagation. Donc là, vous voyez qu'on retrouve cette représentation sous forme d'un bague de Smith. On a des objets dérivés, ici un sous-verre ou un sous-boc, et ce qui a beaucoup de succès sur les plages, c'est le tatouage à bague de Smith. Vous voyez que c'est vraiment une représentation qui est très courante. Alors, si on revient au graphe tel qu'il a été pondu par Smith, alors qu'est-ce qu'on peut déterminer à partir de ça? On peut déterminer plein de choses. On peut facilement déterminer l'impédance ramenée, on peut facilement déterminer l'admittance ramenée, le coefficient d'infection et le taux non stationnaire. Donc, il y a toutes ces informations sur ce graphe et en tout point d'une ligne de transmission. Alors, pourquoi ça marche en tout point d'une ligne de transmission? Alors, vous pouvez peut-être zoomer sur votre écran, mais en fait, on obtient ici, on travaille avec un cercle. Donc, ce qui veut dire que, quelle que soit la longueur de la ligne, que votre ligne fasse 1 mm ou 100 km, on va utiliser le même graphique. Pourquoi? Parce qu'on fait des tours. Donc, quand on parcourt un tour d'ABAC, on parcourt lambda sur 2 longueur d'onde. Pourquoi lambda sur 2? Parce que vous savez que si on travaille en réflexion, avec lambda sur 2, on décrit tout ce qui se passe entre deux max ou entre deux mines de tension. Donc, on n'a pas besoin d'avoir lambda. Donc, un tour d'ABAC, c'est égal à une demi-longueur d'onde. Donc, si on a une ligne qui fait 100 000 longueurs d'onde, on fait 100 000 fois le tour de l'ABAC. Mais en gros, on arrive toujours à retomber sur ses pattes simplement avec une demi-longueur d'onde, parce qu'on peut tout calculer à partir de ça. Ce qui veut dire qu'on va travailler avec ce qu'on appelle des longueurs réduites. On va parler de ça maintenant. Donc, on travaille avec des longueurs réduites, avec des distances réduites, c'est-à-dire qu'on travaille avec une petite distance d qui est égale à grand D sur lambda. Donc ça, c'est la longueur physique de la ligne. La longueur physique de la ligne divisée par la longueur d'onde, c'est une distance réduite, d, et sans unité. De la même manière, les valeurs d'impédance peuvent prendre des valeurs très grandes ou très petites, et on travaille avec une impédance réduite. L'impédance réduite, par définition, c'est l'impédance divisée par l'impédance caractéristique. Donc c'est également une grandeur sans dimension.
admittance réduite, impédance réduite. Donc, on a une admittance réduite, petit y est égal à grand Y fois ZC. Attention ici, hein, Z, ce n'est pas la distance, ici c'est l'impédance réduite. Donc j'aurais dû choisir une autre notation pour la distance, mais il faut vous apprendre à jongler avec les notations qui peuvent signifier des choses différentes. Si jamais je me mets à ce point de la bague, donc là c'est une représentation qui est simplifiée, si jamais je me mets à ce point-là, j'ai un coefficient, j'ai une partie réelle d'impédance qui tend vers l'infini. Donc ça veut dire que c'est l'équivalent d'un circuit ouvert. Si je me mets en ce point-là, j'ai une partie réelle qui est égale à 0. Donc c'est équivalent d'un court-circuit. Donc toutes ces valeurs que je vous donne ici, ben, vous pouvez les voir sur la bac. Hein. Si vous zoomez, vous allez avoir ici 0, là vous allez avoir l'infini. Donc tous les cercles qui passent par ce point, ce sont les parties réelles d'impédance. Tous les arcs de cercle qui passent par ce point, ce sont les parties imaginaires d'impédance. Vous pouvez voir ici qu'on a des cercles qui sont tangents à ce point et on a des arcs de cercle qui passent par ce point. Donc le croisement d'un cercle et d'un arc de cercle, ça permet de définir l'impédance complexe R plus JX. Donc effectivement, hein, si jamais je me place là, j'ai X qui est égal à 0,4 par exemple, j'ai R qui est égal à 0,3. Donc ce point-là, ça permet de déterminer l'impédance complexe 0,3 plus J0,4, qui est une impédance réelle. Je reviens un peu ici. Donc partie réelle, donc c'est forcément positif, ce sont tous les arcs de cercle. Donc là, on va de quelque chose de très grand à quelque chose de très petit. Donc le plus grand cercle, c'est un cercle de partie réelle égale 0. Le plus petit cercle, on dit le point, c'est un cercle de partie réelle tendant à l'infini. Donc là, vous voyez, j'ai 10, 1, 0,3, 0, par exemple. Et on a un peu la même chose pour les parties imaginaires, sauf que pour les parties imaginaires, on peut avoir un signe plus ou un signe moins. Donc tout ce qui est au-dessus de l'axe, c'est partie imaginaire positive. Donc on a un comportement qui est plutôt inductif. Tout ce qui est en dessous de l'axe, c'est partie imaginaire négative. Donc on a un comportement qui est plutôt capacitif. Ici, l'axe horizontal, c'est l'axe de partie réelle x égale 0. Autrement dit, sur cet axe, l'impédance est purement réelle. Autre chose qui est importante, ici le cercle de rayon R égale 1 passe par le centre de la bague. Donc si on a la partie réelle qui vaut 1 et qu'on se trouve sur l'axe, on a en plus la partie réelle qui est purement réelle. Autrement dit, l'impédance petit z vaut 1. Autrement dit, l'impédance absolue vaut ZC. Donc ce point ici, le point qui est au centre de la bague, c'est le point pour lequel on a grand Z qui est égal à ZC. Autrement dit, c'est le point pour lequel l'adaptation d'impédance est réalisée. Donc les problèmes d'adaptation d'impédance, ça peut être perçu comme un jeu de fléchettes. Vous mettez votre abaque sur le mur et vous essayez de viser ce point-là. Si vous êtes pile au centre, vous avez l'impédance de la ligne, en tout point la ligne, qui est égale à ZC. Autrement dit, vous avez réussi à réaliser une adaptation d'impédance. Dans tous les exercices qu'on va traiter en TD, on va essayer d'obtenir ce point d'adaptation d'impédance. On va essayer de lancer notre fléchette vraiment pile au centre, parce que ça nous permet de réaliser l'adaptation d'impédance, ce qui est l'objectif. Alors, quand je vous dis que les cercles représentent des parties réelles d'impédance, ça peut représenter aussi des parties réelles d'admittance. C'est-à-dire qu'on peut choisir de travailler en impédance ou en admittance. Cette représentation graphique est vraiment très générale. Ce qui veut dire que si jamais je prends un point ici, si jamais je prends le symétrique par rapport au centre, qu'est-ce que je fais quand je prends le symétrique? Ça revient à tourner d'un demi-cercle. Si je tourne d'un demi-cercle, je parcours lambda sur 4. Donc ce qui est tension devient courant, ce qui est courant devient tension. Souvenez-vous, quand on a un max de tension, on a un ligne de courant. Donc si jamais je permute courant et tension, ça veut dire que je transforme une impédance en admittance, ou inversement. Donc si jamais j'ai une valeur d'impédance ici, si jamais je veux connaître l'admittance équivalente, plutôt que de prendre la calculette, je prends le symétrique par rapport au centre, et là je lis sur le graphique,
donc sur l'intersection du cercle et des arcs de cercle, je lis la valeur de la mitance. Simplement de façon graphique. Alors, comment on se déplace sur la BAC? Alors, la BAC, en fait, on l'utilise souvent pour traiter des situations de lignes sans perte. Pourquoi? Parce que pour traiter des situations de lignes sans perte, on va tracer des cercles. Si on prend un cercle qui a pour centre le centre de la BAC, on dit que ce sont des cercles à TOS constant ou à ROS constant. Donc, le cercle extérieur, c'est le cercle qui passe par R égale l'infini, qui passe par R égale 0. Autrement dit, c'est le cercle qui va décrire les situations de désadaptation totale. Donc, c'est le cercle qui correspond à un taux d'onde stationnaire qui est égal à l'infini. Le cercle qui est tout petit au centre, autrement dit le point central, c'est le contraire. Lui, c'est le cercle qui va décrire une adaptation réussie. Donc, c'est le cercle qui décrit un taux d'onde stationnaire qui est égal à 1, ou un ROS qui est égal à 1. Et en fait, l'adaptation d'impédance va être décrite par tous ces cercles concentriques entre le point central, qui correspond à une adaptation totale, et l'extérieur, qui correspond à une désadaptation totale. Donc, tous les points sont contenus à l'intérieur du cercle. Pour qu'on ait quelque chose qui déborde du cercle, ça voudrait dire qu'on a un coefficient de réflexion négatif. On n'a pas de coefficient de réflexion négatif, sauf si on a une charge, enfin, on n'a pas de coefficient de réflexion supérieur à 1, pardon, sauf si on a une charge active. On dit si notre charge, c'est un amplificateur qui va envoyer plus que ce qu'on lui a transmis. Ça arrive, mais dans ce cas-là, ça sort du cadre de secours et on ne travaille pas avec la bague de Smith. Que se passe-t-il maintenant si on a des pertes? Eh bien, si on a des pertes, on va décrire la courbe qui est en rouge. C'est-à-dire que si on a une ligne qui est très très grande, on va tourner. On va parcourir N lambda sur 2 et on va tourner sur cette bague de Smith. On va décrire le cercle qui est en bleu plusieurs fois, si on a une ligne qui sont pertes. Par contre, si on a des pertes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on a discuté du coefficient de réflexion, c'est que plus je tourne le long de la ligne, et plus les pertes vont avoir tendance à diminuer le coefficient de réflexion apparent. Autrement dit, on va avoir, au lieu d'écrire un cercle, on va finir par écrire une spirale. Et si jamais je poursuis cette spirale, elle va tendre vers le centre de la BAC. Mais quand on arrive au centre de la BAC, ça ne veut pas dire qu'on a une adaptation qui est réalisée, ça veut dire que la désadaptation qui est en bout de la ligne, elle est compensée par les pertes. Donc, on a un coefficient de réflexion qui est maximum, mais il y a tellement de pertes dans la ligne, où la ligne est tellement longue, qu'on ne voit plus le coefficient de réflexion. Donc, c'est la balle qui rebondit et qu'on ne voit pas rebondir parce qu'on est très haut. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on a des pertes. On n'écrit pas un cercle, on écrit une spirale, comme c'est le cas ici. Alors, maintenant, c'est bien quand on résout des problèmes d'adaptation d'impédance, on positionne des points et puis après, on va tourner sur la BAC. Mais on va tourner, soit on va tourner le long de la source, soit on va tourner vers la charge. Donc, si on part de la charge et qu'on va vers le générateur, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous voyez qu'ici, on a 0. Si jamais je fais un tour complet, je ratterris sur 0,5. Donc, un demi-tour, c'est 0,25. On dit c'est lambda divisé par 2. Et puis, un quart de tour, c'est 0,175. Et là, on a 0,375. Donc, ça a beau être un outil graphique, on va se dire c'est un truc préhistorique, mais en fait, c'est très puissant. Pourquoi? Parce que, comme sur un tour, on parcourt une demi-longueur d'onde, ça veut dire qu'avec les graduations que vous avez sur la BAC, qui sont quand même assez fines, quand vous regardez ce truc-là, c'est des graduations qui sont fines, on a quelques millimètres d'espacement entre chaque graduation, et bien simplement avec une graduation de quelques millimètres, pardon, je vais aller trop vite, on peut décrire le positionnement d'un point avec une précision de 0,002 lambda. Donc, chaque graduation correspond à 0,02 lambda. Donc, vous voyez que quand on fait cette construction graphique, on peut être super précis et on peut obtenir des résultats qui sont fiables, même si on fait des constructions avec crayon, ligne, compas, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la description de cette table de Smith parce que